C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, en remontant dans le passé, c'est très tôt qu'on se découvre une passion pour la biologie, et que l'on commence à s'éprendre de biologie, de maladies. Et on construit tout cela très tôt. Et plus on avance, plus on y rentre par passion, par conviction, par motivation. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la néphrologie, par contre, c'est une rencontre à la fin de mes études avec un homme qui a beaucoup marqué ma vision de la médecine, et notamment en néphrologie. C'était le professeur Legrain. Et c'est un homme qui m'avait séduit intellectuellement, et je crois que mon choix a été fait pour de bon, et c'est un choix qu'aujourd'hui je suis encore très OK avec. Non, bon, la médecine, je pense que je l'ai fait par accident. J'avais eu pas l'opportunité peut-être de partir à l'étranger faire des études, et que c'était le seul concours que j'ai passé d'accès à une faculté que j'ai passé après mon baccalauréat, et donc voilà, j'ai fait médecine. Voilà, c'est tout. Après, j'ai eu la chance d'avoir été admis à l'internat des CHU. Et j'étais toujours, comment dire, hanté par un cardiologue hors pair, qui était le premier universitaire qui m'avait accueilli en tant qu'étudiant en médecine, qui m'a appris comment examiner un malade. Et je voulais absolument lui ressembler. Et donc, je devais préparer, j'allais dire, mes semestres pour venir faire cardiologie. Et c'est lui qui m'a conseillé d'aller d'abord faire de la néphrologie, puis autre chose. Et que c'est vrai que mon premier stage d'internat, j'étais chez le professeur Driss Zeid, en néphrologie, pour préparer ma carrière, soi-disant, de cardiologie. Et que c'est vrai, en 6 mois, on n'a pas le temps d'apprendre beaucoup de néphrologie, mais rapidement, j'étais happé par le caractère très humaniste et puis une atmosphère militante d'une équipe qui se bagarrait pour mettre en place la néphrologie et la dialyse. Et là, j'accroche. Voilà. Je fais plus de cardiologie et ça démarre la néphro. Voilà. Ah oui, moi, je vous ai dit, une rencontre a marqué ma vie de médecin. Monsieur Legrain et toute l'équipe m'ont fait vraiment aimer la néphrologie, et j'étais en fusion avec, et toujours, et même aujourd'hui, je referais exactement le même choix. Je crois qu'il y a eu la conjonction d'événements qui pour moi ont compté dans ma vie, la rencontre avec un homme, la rencontre avec une équipe, et une discipline extrêmement attachante, et à ses débuts en plus, parce que c'était les années 70, c'était les débuts de la néphrologie aussi. Et donc j'ai eu cette chance en France de vivre cette époque. Et aujourd'hui, je referais la même chose si j'avais mon âge d'avant. Moi, je suis venu dans son service fin des années 80. Vous voyez, donc c'est pas au début de la dialyse. Et quand même, on dirait, la fin des années 80, donc c'était en 89, septembre 89, on dirait que c'était le début de la dialyse au Maroc. C'est terrible. Peut-être il y avait une période de réveil, vous en parlez. C'était quoi, j'allais dire, c'était un défi impossible. C'est-à-dire, on se disait, c'est impossible, ça ne va pas réussir. Et c'est vrai, après maintenant 20 ans, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire le chemin parcouru. Oui, ça, on refera, et probablement de la même manière, j'allais dire. Probablement de la même manière. J'ai parlé de M. Legrain parce que j'ai eu cette chance et cette opportunité de vivre, de travailler dans cette équipe. Et c'était un homme d'une grande générosité, d'une grande rigueur, et qui avait ce souci de transfert de savoir, notamment vis-à-vis de ceux qui venaient d'Afrique du Nord, mais pas seulement. Nous avions connu
des gens du Brésil, d'Espagne, même d'autres pays lointains. Et donc, c'était une période extrêmement fertile. Et il faisait tout pour nous armer, pour que nous puissions à notre tour rejoindre nos pays et reconduire le processus de mise en place de la néphrologie, parce qu'il s'agissait en fait d'un partage commun, d'idées très fortes. Il faut mettre en place dans vos pays le système de soins, de néphrologie, la mettre en place, enseigner, transférer le savoir, reconduire ces belles idées. Je crois que c'est cela. Et quand nous sommes rentrés au Maroc, notamment pour notre cas, nous étions dans une période très difficile, dans une période économique et financière très difficile où nous ne pouvions pas calquer le système français dans un autre contexte socio-économique qui ne le permettait pas. En revanche, nous étions pétris d'une culture médicale française. Et nous nous sommes conduits comme tels. Et nous nous sommes donc fixés comme objectif, quel que soit le temps que ça nous prenne, nous allions introduire, mettre en place la néphrologie et introduire tous les aspects de la néphrologie, la dialyse, la greffe, etc., etc. Ça a été, comme il l'a dit, une épreuve qui a duré jusqu'à aujourd'hui plus de 30 ans. Ça n'a pas été facile. Mais nous avons conquis progressivement droit de cité à la néphrologie. Notre objectif principal était de rendre accessibles les soins, dialyse, greffe au maximum de Marocains. Et je pense que la mise en place de l'équipe a permis de réaliser cela, même si beaucoup de choses restent à faire. Alors, quand je suis rentré au Maroc en 1976, la néphrologie n'était pas reconnue comme spécialité. Et donc, j'ai dû rejoindre un service de réanimation médicale et à partir de là, mettre en place progressivement la néphrologie jusqu'à ce qu'elle soit reconnue. Tout autre était le problème de la mise en place de la dialyse. Parce qu'à l'époque, les pouvoirs publics n'étaient pas favorables à la mise en place de soins qu'ils estimaient coûteux et qu'ils estimaient peut-être que le Maroc n'était pas encore prêt à le faire. Et nous avons mis en place un système, c'est peut-être particulier au Maroc. Nous avons créé tout un réseau associatif qui a permis de mettre en place un réseau de dialyse et nous avons pu soigner ceux qui n'avaient pas accès parce que non couverts sur le plan sanitaire. Et donc, ça, c'est un choix, un chemin que nous avons tous pris, qui aujourd'hui a permis de faire passer ce que nous avons dit de la médecine de charité à une médecine de droit, à une néphrologie de charité, à une néphrologie de droit, puisqu'aujourd'hui, les soins de dialyse sont accessibles à pratiquement tous les Marocains. Et en cela, nous sommes fiers d'avoir parcouru ce chemin. Mais moi, personnellement, je n'ai pas assisté à la naissance de la néphrologie et de la dialyse, mais j'ai assisté, j'allais dire, à la deuxième phase, où il était responsable. Enfin, il y avait deux équipes, enfin, il y avait deux centres hospitaliers, il était responsable de celui de Casablanca. Et donc, il recevait toutes les demandes, disons, du grand public et de la majorité des Marocains, soit que les 85% qui n'avaient aucune assurance médicale. Et que c'est vrai, nous vivions une situation humaine difficile, humaine réellement, parce que d'un côté, on avait un secteur privé qui commençait à se développer, qui faisait de la dialyse à l'européenne, mais qui prenait en charge les 15% des Marocains qui avaient une assurance. Et que nous, quels que soient les efforts que nous faisions, nous renvoyons tous les jours les gens mourir chez eux, parce que nous n'avons pas de moyens de les prendre en charge, et que j'ai vu de mes yeux comment il s'est bagarré, enfin le modèle qu'il a créé à Casablanca, avec une association de bienfaiteurs. C'est dans le cadre de notre religion, il y a ce don annuel, un certain pourcentage de la richesse, qu'on appelle zakat, qui finance cette dialyse, et que ce partenariat qu'il a su créer entre ces associations de bienfaiteurs, les autorités, donc le ministère de la Santé et l'équipe
Et il a pris ce modèle, il se déplaçait dans chacune des villes, il contactait ces bienfaiteurs locaux, il les cherchait, il voyait avec les ministères, il installait, il y va, et il envoyait ses élèves là-bas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'on trouve un médecin pour prendre en charge ce centre-là. Et il faut lui dire, il est assez modeste pour ne pas le dire, que j'allais dire jusqu'en 2002, 2001-2002, tous les centres publics installés au Maroc, c'était lui qui les a installés avec le modèle qu'il a créé. Et donc voilà, j'étais son interne, donc j'avais vécu pleinement cette période, et donc ça le prenait beaucoup, et c'était un vrai combat. En plus, bien sûr, il y a la mise en place de la néphrologie clinique diagnostique avec tous les éléments. On s'est bagarré pour nous amener les premiers pistolets dès qu'ils sortaient, on s'est bagarré pour mettre en place l'immunofluorescence, et aussi les premières greffes. Donc il n'existait pas, on a fait la première au Maghreb, et puis la première purement marocaine en 91, et puis sans aucune loi pour le protéger, sans rien. Et que c'est vrai, c'était toute cette période-là, la deuxième moitié des années 80, toutes les années 90, et c'est vrai que c'était une néphrologie arrachée. J'allais arracher au contexte, arracher aux autorités, aux responsables, arracher la réalité. Et qu'avec la transition politique que nous avons connue au Maroc, c'est vrai qu'en fin des années 90, début des années 2000, c'est une autre époque où la voix de la néphrologie qu'il a présentée a commencé à être écoutée. Et donc on est passé à une autre phase, et comme il le dit lui très bien, d'une néphrologie de charité à une néphrologie de droit. Le retard cumulé est immense, mais en termes, j'allais dire, comme il le dit bien, c'est lui qui m'a appris tout ça de toute façon. Je le répète, mais c'est lui qui m'a appris tout ça. Mais c'est vrai qu'on joue sur un autre registre maintenant. On joue sur comment optimiser les ressources pour cumuler le retard. Mais je dirais, institutionnellement, on est sur un autre registre complètement. Tout à fait au début, quand j'ai intégré l'hôpital, et alors que le ministère de la Santé publique dans mon pays ne voulait pas que s'installe la dialyse, probablement parce que en période de crise, c'était la période d'ajustement structurel dictée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui restreignait les dépenses publiques. Et nous nous étions retrouvés dans un milieu universitaire mais sans moyens. Et il fallait quand même qu'on continue à faire du travail. Il fallait quand même qu'on sauve des vies. Il fallait avec les moyens du bord. Et nous avions, dans un début, utilisé uniquement la dialyse péritonéale, par exemple. C'était héroïque, puisque nous ne pouvions pas importer les solutés de dialyse. Et on les fabriquait sur place. Et nous avons pu sauver beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, surtout à l'époque, il y avait tout un contexte épidémiologique qu'on ne peut pas détailler ici. Et ça, c'était une période héroïque parce que nous étions peu nombreux et les internes, les étudiants se relayaient pour surveiller les malades. Donc c'est une période tout à fait au début. Puis, dans un deuxième temps, quand il fallait démarrer l'hémodialyse, là aussi, il fallait recréer, reformer, reconstruire. Et l'adhésion des jeunes autour de moi était quelque chose d'absolument fantastique. Et nous avions donc vécu les toutes premières hémodialyses à l'hôpital. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors que toutes les insuffisances rénales aiguës chroniques mouraient, quasiment toutes, faute de dialyse, sauf lorsqu'elles recouvraient, ils voyaient pour la première fois le bénéfice immense pour des jeunes de la dialyse. Ça, c'était une période héroïque que les gens ont vécu ensemble en intimité et en proximité. Et puis, les événements historiques qui nous concernent beaucoup, c'est lorsque nous essayons de délocaliser le système de dialyse qui mettait en partenariat des associations et les hôpitaux, et pour mettre en place tout un réseau national au niveau de chaque ville, et en emmener les résidents, on les plaçait, on achetait le matériel, on prenait les malades, et ville après ville, on a mis, comme il dit, tout un réseau. Ça, c'est une période héroïque parce que les résidents se déplaçaient, restaient 6 mois dans une ville, à être tout seul, à prendre en charge les malades d'hémodialyse. Ça a duré 20 ans, 15 ans, 20 ans.
Et donc ça, c'est une période héroïque. Et puis, évidemment, la première grève. Là aussi, c'était un moment extraordinaire parce que c'était un défi immense. Et bien entendu, il y avait un sentiment de fierté, du travail bien fait, du travail de groupe. Et c'était pour moi le capital humain intellectuel le plus important, ce qui reste aujourd'hui le bien le plus précieux pour l'équipe qui reste aujourd'hui. Et donc 30 années ou 30 et quelques années après, je pense que dans un système où il n'y avait pas de prise en charge, où il n'y avait pas de couverture sociale, nous avons mis en place un système qui combinait l'œuvre sociale à travers des ONG et les pouvoirs publics, les hôpitaux, à mettre en place un réseau qui finalement a bien marché. Il a très bien marché puisque aujourd'hui, dans notre pays, on retrouve un réseau de 140 centres d'hémodialyse préparés pendant toutes ces 30 années et aujourd'hui opérationnels au moment où le gouvernement marocain a décidé enfin de rendre la dialyse accessible par le biais de la couverture médicale généralisée. C'est quand même, en 30 ans, une magnifique aventure. Voilà un peu cette échéance de 30 années avec la formation d'hommes et de femmes, de travail partagé, de travail de proximité, de partage, et puis beaucoup de volontarisme. Ce sont des hommes magnifiques. Il y a des talents et beaucoup de possibilités dans ces pays qu'il faut absolument protéger, conforter, aider, et les résultats sont très forts. Non, c'est vrai, parce que parfois on écoute ce qu'il dit, il le déroule et on a l'impression que c'est facile. Voilà. C'est que ce sont des difficultés. Il oublie de dire que, voilà, qu'il allait lui-même aller acheter ici en France et amener avec lui des trocars de biopsie. Il oublie qu'il était à l'American Society, il nous amenait les premiers trocars, les pistolets, et on était parmi les premières équipes à le faire, qui devaient aller chercher de l'azote liquide, qu'on n'avait pas de chirurgien vasculaire, et dit tiens, vous devez commencer à vous occuper des fistules, et qu'on a appris à les faire nous-mêmes. Voilà, et qu'on a appris à faire les cathéters de DP nous-mêmes. Donc, c'est à chaque fois, les cathéters d'hémodialyse n'avaient pas, il devait aller quémander et demander au bienfaiteur de l'argent pour qu'il lui puisse acheter les cathéters d'hémodialyse pour que nous puissions travailler la nuit de garde et faire des aigus. Et voilà. Enfin, c'est des petites choses-là à chaque fois. Il faut dire, jusqu'à très récemment, on est impressionné que ce soit encore en année 2000, jusqu'à très récemment, on est impressionné par sa capacité de résistance et que pendant pratiquement un quart de siècle, il a fait ça tous les jours. Tous les jours, c'est impressionnant, tout en continuant cette œuvre, bien sûr, académique, universitaire, former des formateurs qui vont former des choses. Et maintenant, c'est 200 néphrologues qui sont là. Il en a formé au moins 70-80. Et donc, voilà, lorsqu'il le déroule, c'est facile. Mais j'allais dire, voilà, pour un peu compléter ce qu'il vient de dire, on est passé à une autre phase là. C'est vrai que la couverture médicale généralisée, elle est à sa première partie, c'est-à-dire elle couvre le tiers. C'est prévu les 2 tiers, peut-être en 2015, etc., le reste. Mais on a, pour la première fois, on a un plan 2008-2012 santé au Maroc. C'est la ministre de la Santé actuelle qui l'a mis. Il a choisi 6 affections longue durée, 6 ALD, et que parmi les 6 ALD, il y a l'insuffisance rénale chronique. Et ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire on a une existence institutionnelle dans le plan du ministère de la Santé, et qui a été, bien sûr, il y a tout un programme, on pourra en parler si vous voulez, sur le dépistage, sur la greffe, sur la dialyse, mais qui était concrétisé par la signature d'un partenariat entre le ministère de la Santé et le secteur privé pour prendre en charge des malades relevant du secteur public qui n'ont pas de place dans les hôpitaux et que c'est l'État qui paye pour eux. Et ça, en termes démocratiques, c'est une avancée extraordinaire parce que ça a permis, au moins sur le principe, j'allais dire, une certaine équité d'accessibilité aux soins pour notre population. Et là, il en est pour beaucoup parce que c'est à la base d'un document qu'on a écrit en 2004
qu'on a appelé le document Skhirat. C'était la proposition qu'une communauté de néphrologues a proposé au ministre de la Santé, comment éventuellement faire un plan insuffisance rénale chronique pour le Maroc, et qui était un peu le document sur la base de quel s'est fait ce plan 2008-2012. Et donc voilà, bon, il reste toujours modeste. Aujourd'hui, c'est pour moi le fruit d'un engagement intellectuel du jeune des années 70 et qui aujourd'hui a switché un travail de base de départ et qui donne aujourd'hui ses fruits. On a commencé par l'engagement dans un contexte très difficile. Aujourd'hui, on a conquis pour la néphrologie son droit d'exister au plan institutionnel et surtout conquis pour les Marocains démunis qui étaient majoritairement exclus de toute couverture sanitaire, le droit à avoir des soins en néphrologie. Et pour moi, je pense que nous avons contribué à élever le seuil de droit à la santé, très modestement. Et donc, beaucoup de choses resteront à faire, mais beaucoup de choses ont été acquises et gagnées. Et lui représente l'avenir, représente l'avenir que je vois très positivement. Et c'est un signal aussi à d'autres pays qui n'ont pas beaucoup les moyens, qui n'ont pas la structure, qui ont des sociétés difficiles à gérer, des pouvoirs difficiles dans la mesure où la santé est considérée comme peu rentable, à la différence des pays industrialisés, démocratiques. Je pense qu'ils peuvent mobiliser les initiatives, les bonnes volontés, s'investir, ne rien attendre, donner le meilleur, et on finit par récolter. Et c'est cet héritage que j'ai eu de mon passage des années à la Pitié-Salpêtrière chez le professeur Legrain. C'est cet engagement intellectuel très fort où il fallait donner de soi, il fallait partager, et il ne fallait pas attendre d'être gratifié. Il ne faut surtout pas. Voilà un peu ce que je vois aujourd'hui comme résultat très, 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 très gratifiant pour moi. Et pour eux, très motivant parce qu'ils ont un immense chantier à faire et donc ils ont de belles années d'existence néphrologique devant eux. Vous avez bien compris qu'il nous laisse une grosse affaire à gérer là, et un gros héritage. Voilà, c'est vrai qu'il laisse d'abord une très très belle histoire, très très belle histoire. J'espère qu'un jour il aura le temps de l'écrire. On lui demande souvent de l'écrire, hein, tant qu'il se souvient encore des choses avant qu'il commence à oublier. Et c'est vrai, son œuvre, à travers bien sûr lui et à travers aussi ses élèves et son équipe, a été déterminante dans l'avancée, j'allais dire, de droit à la santé au Maroc. Ça, on peut le dire, pour une pathologie et une thérapeutique qu'on estimait pas faite pour les pays pauvres. Et ça, il a été assez révolutionnaire. Le modèle qu'il a fait est assez unique même dans la région, parce que ça n'existe dans aucun pays du sud de la Méditerranée. Et que voilà, et c'est pour ça que je vous dis, l'héritage est excessif, c'est trop lourd. J'espère avec mes autres collègues et ses autres élèves aussi, qu'on soit vraiment à la hauteur de l'honneur qu'il nous a fait. Aujourd'hui, quand on revoit un peu le cheminement de la néphrologie dans notre pays, c'est vrai que nous étions dans des conditions socio-économiques très, très, très difficiles. Mais il fallait tenter quelque chose. On pouvait échouer, mais on aurait au moins tenté. Nous avons pris cet engagement. 30 années après, le résultat est là. Et donc, c'est une expérience absolument formidable pour nous tous. Imaginez dans un contexte où les restrictions économiques de dépenses publiques étaient très, 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 très importantes, où les dépenses de santé par personne par an ne dépassaient pas $50 par an, par personne. Alors, introduire la dialyse réputée coûteuse et la greffe dans un contexte socio-économique de santé publique de ce type, nous étions des fous peut-être. Mais nous avons aujourd'hui le résultat. On était peut-être des fous, mais le résultat est là.
L'année dernière, à Marrakech, le professeur Driss Zeid avait reçu la médaille Jean Bourget. Et je crois que le choix de la Société de néphrologie, qui était appuyée aussi par la Société francophone de dialyse, est judicieux à ce titre, outre toutes ses qualités académiques, universitaires, cliniques, etc. Il présente peut-être, je ne sais pas, sûrement je me trompe, mais une espèce un peu, j'allais dire, en voie de disparition. C'est ces néphrologues-là militants. Et donc cette notion de militance et de militer contre une difficulté, il la représente assez largement et que probablement son expérience et celle peut-être de la néphrologie marocaine pourrait bien inspirer celle d'autres pays qui peut-être sont dans des conditions encore plus difficiles que les nôtres. Je pense forcément à l'Afrique, où c'est encore un luxe de pouvoir accéder à ces thérapeutiques. Chez nous aussi, ce n'est pas accessible encore pour tout le monde, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais que c'est vrai que son expérience est assez illustrante à ce titre-là. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, le travail accompli par la néphrologie pourrait, il ne faut pas être très prétentieux, servir de modèle pour les autres sociétés savantes pour qu'ils s'impliquent davantage comme bons partenaires avec les pouvoirs publics pour mettre en place de vrais programmes de prise en charge de toutes les maladies et donc de renforcer l'engagement d'une médecine citoyenne dans des pays comme les nôtres. C'est extrêmement important. Le secteur privé existe, il faut l'encourager, mais le secteur public a un rôle majeur, surtout dans nos pays. Et donc, je pense que peut-être que nous avons servi de modèle pour que d'autres nous suivent, pas simplement chez nous, peut-être aussi dans des pays africains, où tenter de mettre en place la néphrologie, la dialyse, la greffe n'est peut-être pas de l'impossible. Si, avec de la volonté, avec de la motivation, et, du travail, le partage, la solidarité et la résistance et de l'endurance, je crois que c'est très important. Et surtout ne pas être en attente de toute gratification. Non, il faut le faire avec conviction profonde. Eh bien, on peut arriver. Je pense que pas plus loin de chez nous, le Sénégal, par exemple, dans des conditions très difficiles, est en train de mettre en place une pratique néphrologique tout à fait honorable. Quand je pense au Maroc, par exemple, il y a 30 ans, une insuffisance rénale aiguë avait toutes les chances de mourir. Aujourd'hui, du nord au sud, il y a plus de 140 centres de dialyse, je crois. Eh bien, partout, on peut 200 néphrologues. En 30 années, c'est un bond extraordinaire. Et donc, on a participé quelque part à l'éveil des consciences, à l'émancipation de la pensée médicale peut-être, que d'autres sociétés rejoignent un peu le modèle pris pour qu'elles s'impliquent davantage, pour changer complètement la démarche jusqu'à présent en cours dans le pays. Et c'est notre participation à l'émancipation de notre pays et surtout à contribuer à la conquête du droit à la santé. En d'autres termes, ce n'est plus ni moins que cela. Et nous, les médecins, nous devons participer fortement dans cette action. Dans le contexte de nos pays, notamment, où la pauvreté côtoie l'ignorance, où la santé publique est perçue comme étant budgétivore, coûteuse, s'engager sans donner, sans partager, sans générosité, c'est sans effet. Il faut absolument que la générosité, que la solidarité, que le travail, que le partage, que l'endurance, que la résilience tiennent la route. Je pense que l'avenir aussi est là pour nous rappeler que vous semez la graine et puis un jour vous aurez le fruit. Du moins dans son parcours, je pense qu'il nous a tellement facilité beaucoup de travail. Il a représenté ce que nous disons toujours dans la néphrologie militante. Il nous a fait comprendre que le médecin d'abord doit être un acteur social avant d'être technicien. Que c'est vrai que nous vivons maintenant, pour parler d'influence sur les autres spécialités, une institutionnalisation de la néphrologie.
j'allais dire que un peu la dynamique créée par ce combat-là, j'allais dire, le ministère de la Santé, maintenant, on veut en faire sienne, et tant mieux. Je donnerai des exemples. Par exemple, dans le cas de la prévention et du dépistage, c'est le ministère de la Santé qui organise avec les néphrologues la Journée mondiale du rein, qui n'est qu'à sa 4e édition. C'est le ministère de la Santé qui organise avec notre société, la Société internationale de l'OMS, une grande enquête sur les maladies rénales chroniques. C'est le seul programme avec l'OMS dans le monde. C'est le ministère de la Santé qui collabore avec l'Agence de biomédecine en train de réactiver le programme de greffe. C'est le ministère de la Santé qui signe avec les privés pour prendre en charge des patients pour qui il n'a pas la place ou qui ouvrent d'autres centres. Et c'est le ministère de la Santé qui a mis un plan 2008-2012 pour l'insuffisance rénale chronique. Et tout ça, ça a été, j'allais dire, le fruit de tout ce militantisme pris. Et donc je pense que l'erreur à laquelle, par contre, et donc bien sûr, toutes les autres disciplines veulent prendre exemple, demandent aussi à être dans, j'allais dire, dans le même modèle, mais ça serait une grande erreur de notre part de dire ça y est, notre rôle est fini, maintenant c'est au ministère de la Santé de prendre en charge ça, et qu'on devient de simples techniciens qui viennent à 8 heures du matin, qui repartent à la fin de la journée, et qu'on oublie, sur le quoi vous insistez, cette générosité, cet engagement, ce militantisme, qui doit être permanent, sinon tout s'écroulera. Parce que c'est ça ce qui fait le socle de ce qui a été construit, et notamment lorsque les conditions socio-économiques sont difficiles. Je pense personnellement que je n'étais pas entouré de mes amis. J'aurais échoué. Je crois que c'est l'amitié est là pour soutenir, pour conforter dans les moments les plus difficiles, pour partager, pour réencourager, pour réaffirmer, pour renforcer. Je crois que nous n'aurions jamais pu atteindre les objectifs aujourd'hui atteints si autour de moi et avec mes amis, nous n'avons pas créé ce socle. Et l'amitié a joué un rôle fondamental. Beaucoup de complicité, beaucoup de proximité, avec ce partage de l'idée de néphrologie citoyenne, de médecine citoyenne. La dose d'amitié a joué probablement un rôle prépondérant. La confiance mutuelle, le partage, à la limite beaucoup d'attention, d'affection. Enfin, c'est ce qui a scellé et vraiment l'adhésion au projet et qui a bien tenu. Je reviens au terme, oui, l'amitié est très importante. Elle joue un rôle majeur, à mon avis, pour maintenir la cohésion du groupe et le travail, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne, et en ce qui le concerne, et ceux qui sont absents, et celles qui sont absentes, je crois que c'est le point le plus fort. C'est une soudure, partage en commun de ces objectifs, des moments difficiles qui nous ont permis à chacun de nous, ensemble ou séparément ou isolément, à transcender nos moments difficiles et de continuer. Il y avait un relais, un levier continuel où l'amitié a joué beaucoup un rôle, à mon avis. Je ne crois pas qu'on aurait pu aller loin si au sein de l'équipe, il n'y avait pas ce socle d'amitié, de respect, de partage. Et je ne crois pas qu'on en serait arrivé. C'est pour ça que c'est un héritage qu'il faut qu'ils transmettent, et surtout dans notre contexte. Parce que finalement, le développement n'est pas une fatalité. Si les hommes s'engagent au profit de l'émancipation, de la conquête du droit, du partage, de la remise en cause de soi, de la remise en cause des autres. Je pense que le développement n'est pas une fatalité, pour peu que l'on se comporte ainsi. Voilà, enfin, c'est des sentiments personnels. Il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'ils auront encore beaucoup de... Tout à l'heure, il parlait de Legrain, qui était son maître, qui a transmis, non pas seulement de la néphrologie, mais aussi autre chose, et qui nous a transmis. Je suis toujours son élève. Mais moi, je ne voudrais pas oublier aussi l'accompagnement des néphrologues des autres pays. Je pense qu'il y a une solidarité, notamment en francophonie, et notamment avec la néphrologie francophone en Europe, qu'elle soit française, italienne, suisse ou belge,
qui a beaucoup soutenu les autres pays, notamment je parlerai du Maroc, et qui nous a accompagnés non seulement dans la formation, dans le soutien, dans le transfert de l'expertise, des techniques, et qui comprenaient notre combat et qui nous ont aidés à des moments difficiles, qui nous ont fait passer des caps difficiles. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie parce que, ça doit être le socle, j'allais dire, d'une sorte de solidarité entre les néphrologues au-delà des frontières. Parce que c'est un combat commun, ça ne peut pas, ce qui se passe je sais pas moi, au Burkina Faso, il y a 2 semaines, il y a eu les inondations, ils ont perdu leur centre à Ouagadougou. Bon, voilà, il ne voudrait pas le dire, M. Zeid a été derrière l'envoi de 2 générateurs à Ouaga. Voilà, sans qu'ils le disent, il fallait que le faire. Et je pense que c'est très important de garder aussi cet esprit de solidarité qui commence par des petites équipes. Et puis, c'est que ça grandit avec des communautés, et puis ça devient un réseau de solidarité fondamental à maintenir. Et je pense que parler de pays très développés, et je pense là par contre ils ont une très grande responsabilité. Très grande responsabilité en termes bien sûr de transfert, bien sûr qu'ils l'assument complètement maintenant, mais qu'il faut maintenir, et surtout pour les prochaines générations, qu'au-delà des performances et des carrières personnelles, qu'ils ont aussi des responsabilités bien sûr de partage avec les autres communautés dans les autres pays. Je crois qu'on ne dira jamais assez combien on doit à nos amis français. Je le dis avec beaucoup un sentiment très fort. Nous avons beaucoup été aidés. Depuis quelques années, l'établissement français de greffe a fait un effort immense qui peut servir même de modèle pour la coopération nord-sud. Je crois qu'il le dit, oui, nous avons été accompagnés, très bien accompagnés, et nous continuons de partager avec nos amis français beaucoup de choses. Et on leur doit beaucoup, et je crois qu'on ne le dira jamais assez. On ne leur dit jamais assez merci pour ce que vous avez fait. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, un dernier point que peut-être que j'ai oublié. À un moment donné, dans le déroulement de ce processus, il y a quand même des gens humbles, simples, qui viennent apporter leur soutien matériel, parfois considérable, et qui restent dans l'anonymat. Et ça, nous l'avons vécu. Nous avons eu des soutiens financiers extrêmement importants au profit des malades par des gens vraiment dans le plus grand anonymat. C'est très réconfortant. Ça nous réconcilie avec le contexte, parce qu'on sait que quelque part dans ces sociétés même dites difficiles à l'époque, mais il y avait des personnes capables d'apporter une contribution matérielle, morale, de réconfort et de soutien continu. Ça, je crois que nous l'avons bien vécu. On reste toujours dans la générosité. Ouais. Je crois qu'il faudra qu'on change aujourd'hui de comportement. Au départ, nous souffrions aussi parce que nous voyions des jeunes mourir, faute de dialyse, faute de soins. Et donc, nous avions peut-être des comportements de confusion entre le soutien et la pitié. C'est pour ça que très souvent, nous disions pendant très longtemps, nous avions pratiqué une médecine de charité. Nous le savions. Nous apportions ce que nous pouvions moralement, affectueusement, psychologiquement, ce que nous pouvions mettre dans un contexte très difficile sur le plan économique. Ça nous a beaucoup aidés parce que les malades nous ont aussi beaucoup apporté. Aujourd'hui, je pense que nous avons conquis le droit de santé pour eux, c'est le plus important. Ce qu'il dit bien, c'est parce qu'à la première époque, c'est vrai, je dis entre guillemets, on pouvait considérer qu'ils sont presque privilégiés, les patients, et donc souvent ils n'étaient pas des personnes qui demandaient des droits. Mais là, je pense réellement que ça doit complètement changer. Il faut puisque c'est un droit à la santé, donc c'est un droit. Et donc, j'allais dire, renormaliser nos relations avec notre population un peu difficile. Je pense que pour ceux qui vivent intensément leur passion médicale,
ils doivent vivre dans une dimension de très grande sensibilité, comme le poète. Je pense que donner de l'amitié, faire une approche d'amour, d'affection, de compassion pour le malade, c'est quelque part aussi chanter de la sensibilité et de la poésie. Oui, oui, oui. Je crois que lorsque l'approche est très humaine, très généreuse, très compassionnelle, oui, je pense, on n'écrit peut-être pas les vers, on ne fait peut-être pas la rime, mais c'est comme si. Bon, peut-être je dirais, enfin, où, quand? Oui, mais comment, je ne sais pas, mais quand je le sens, oui, je le sens en greffe. En greffe, je trouve que c'est un bonheur. On a l'impression qu'une fleur s'ouvre. Euh, et puis, à un certain moment, on se rend compte que ça fait 15 ans qu'on connaît le même malade. Ça fait 10, 15 ans ou 20 ans qu'on connaît le même malade, qu'on l'a vu presque 3 fois par semaine. Il commence à vous raconter que sa fille vient de se marier, qu'il a eu, etc. Oui, je pense qu'à un certain moment, la relation médecin-malade commence à devenir poétique et on sort complètement du cadre médical. Ça devient une relation complètement personnelle, hors médecine. Hein. Vraiment, on ne parle de rien, on ne parle pas de médecine. Voilà, on a fait telle fête, etc. Ou bien un événement malheureux qu'on partage avec eux. Oui, je pense que sur cette relation médecin-malade, sur une maladie ou un traitement à vie, oui. Je pense que ça nous réconcilie avec notre humanité. Pour moi, la médecine est le plus beau métier du monde. Je pense que soulager, donner, partager, regarder un malade qui souffre et le soulager par le mot, par le regard, par le soin, c'est quelque chose de merveilleux. C'est peut-être le grand bonheur des médecins que parfois malheureusement ils ne comprennent peut-être pas tous. Et pour les jeunes, il nous appartient aussi, nous qui avons du recul, de l'âge, de l'expérience, à leur apprendre à faire cette lecture. C'est extrêmement important. Il faut les sortir du cadre de la médecine marchande, de la médecine de laquelle on n'attend que l'efficacité. Non, la médecine est autre chose que la technique. C'est tout un espace où l'humain prend une place immense, ou doit prendre une place immense, où la compassion, si je devais conseiller à un étudiant en médecine au départ, qu'il soit armé pour cela, et à ceux qui lui enseignent la médecine, de l'armer pour ça, de leur apprendre à regarder autrement la médecine que par le biais de la technique. Et pour celui qui prend le choix de faire de la néphrologie, eh bien, dans mon contexte personnel, de pays en voie de développement, je dirais que c'est une discipline qui a enrichi toutes les autres disciplines. Il y a beaucoup de belles choses à faire, beaucoup de travail à faire, beaucoup d'épanouissement à conquérir et beaucoup de travail à faire, une très belle aventure. Nous n'en sommes qu'au début dans nos pays. Il y a toute la recherche à faire. Nous avons probablement la chance de pouvoir maintenant démarrer de grands programmes de dépistage, de prévention, d'éducation de la société, d'éducation de sensibilisation de la masse pour qu'elle apporte elle aussi sa propre contribution pour sa propre perception des maladies. Là, tout cela est un immense travail à faire, notamment dans les pays qui n'ont pas les moyens, où la sensibilisation des masses, la formation, le partage, l'éducation, le rôle des néphrologues est immense. Et ils n'ont pas beaucoup de choix, parce que les changements épidémiologiques et les mutations épidémiologiques sont là pour nous rappeler que même les pays en voie de développement vont affronter d'immenses problèmes comme le diabète, l'hypertension et donc la maladie rénale chronique. Et que le rôle aujourd'hui le plus important, c'est de sensibiliser, de prévenir, de dépister et
d'améliorer les conditions de la population en termes de perception de leur propre rôle face à la maladie. Et je pense que ça, c'est le rôle des néphrologues de demain. Les pays en voie de développement, notamment, ne peuvent se permettre le luxe de n'intervenir que dans le curatif. Parce qu'il vient tard à la technique. Il faut absolument... Il y a une responsabilité sociale qu'il faut imputer aux médecins et aux néphrologues dans le domaine de la maladie rénale chronique. Et cette responsabilité, à mon avis, est aujourd'hui plus que jamais aiguë face aux grands problèmes épidémiologiques qui s'imposent aux pays en voie de développement, qui n'ont pas les moyens et qui vont payer très cher les conséquences de ces transitions épidémiologiques, diabète, hypertension, maladie rénale chronique, etc. Et cancer et entre autres. Donc, pour les néphrologues, il y a énormément de travail à faire. Différent du reste, mais beaucoup de travail à faire. Non, c'est-à-dire, bien sûr, que ce médecin ou le néphrologue, conseiller, bon, je ne suis pas un conseiller, mais dire un commentaire, oui, il doit bien connaître son métier, il doit bien soigner. Mais je pense, j'allais dire, ce n'est pas suffisant. Je ne pense pas qu'il aurait rempli sa mission. Sa mission, c'est d'être en contact avec la société, de comprendre qu'il a un rôle important à faire au-delà de la médecine, d'influer des choix de société, de participer aux politiques de santé, de contact avec les autres acteurs de la société, parce que le médecin est d'abord un acteur social. Et on ne doit pas rester que le technicien, on ne doit pas rester en termes de performance technique ou littéraire, mais il est fondamental qu'on garde cette sensibilité sociale et ce militantisme continu. Aujourd'hui, je regarde ça, que je disais que je luttais tous les jours contre mon propre ego. C'est tous les jours, c'est un travail interne que je fais tout le temps. Parce que la dimension humaine nous ramène à l'essentiel, l'humilité. Et c'est à ce prix-là qu'on peut se sentir libre. Ne plus être tributaire d'une pression ou d'un conditionnement ou d'une programmation à se comporter comme tel. Ou de l'excellence. Ou de la gratification, ou du statut social. Il y a un proverbe qui dit chez nous, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Et donc, qu'est-ce qui nous reste en plus, finalement? Je ne parle pas de l'altruisme, je ne crois pas, mais quand un homme est libre, il est capable de se transcender, de se surpasser, parce qu'il n'est plus ligoté par les contraintes, les autocensures,